se présente en complet contraste avec les cités agonisantes du Nord, avec ses aspects disparates, son trafic parisien et archaïque, ses avenues, son grand port, son bazar, ses santines, sa population flottante sur des centaines de sampans, ses temples de la divinité, églises, pagodes, mosquées, temples hindouistes, ses temples de l'argent, ses temples du jeu et du plaisir, ses tripots. La grande ville, trop occupée de ses propres affaires, accueillera d'abord avec indifférence ces centaines de milliers d'arrivants et sera longue à s'apercevoir qu'il doit tout de même se passer quelque chose d'anormal là-haut. Des heures durant, une voiture remplie appelle les noms de ceux qui sont attendus, par un parent, par un ami. De nombreuses délégations viennent saluer les arrivants. Les services sociaux, français et vietnamiens, prépare des monceaux de boîtes de lait et conserves diverses. Aujourd'hui, la manifestation a pris une ampleur particulière, car on attend un visiteur illustre, le cardinal Spellman, archevêque de New York. Une délégation de pittoresques bonzes. Et une autre de non moins pittoresque vieux curé. Monseigneur Pham Ngoc Thi, l'évêque qui s'occupe spécialement des catholiques émigrés. Et voici le cardinal Spellman. Un maladroit ayant fait tomber une pyramide de cigarettes destinées aux réfugiés, le cardinal aide le plus simplement du monde à réparer le malheur. Rejoint par le président de Ngo-Dinh-Diem, le cardinal adresse quelques paroles d'encouragement aux réfugiés et les assure que la sympathie des catholiques des USA se traduira sous les espèces de bons dollars qui ne pourront être que les bienvenus. Tout cela n'empêche pas le petit commerce d'établir dès avant le débarquement un premier contact entre les arrivants et les Saïgonais. La longue opération du débarquement est commencée. Pour observer ce phénomène dont l'ampleur commence à étonner le monde, les plus grands journaux ont dépêché leur crack, Graham Greene, envoyé du Sunday Times et du Figaro littéraire.
Des jeunes gens de bonne volonté font la chaîne et se passent tour à tour des gosses, des ballots, des vieillards. Cette vieille infirme chinoise est accueillie par des compatriotes et, comme tout le monde, elle reçoit sa ration de douceur. Ce gosse a tout de même pris la précaution d'amener du Nord un peu de viande sur pied. Mais il est des détresses qu'aucun service social ne parviendra jamais à consoler. Les Nung, reconnaissables à leur type et à leur costume plus spécifiquement chinois. Enfin, voici les mânes. Quel cataclysme a bien pu égarer sur les quais de Saïgon cette princesse des montagnes du Nord. Les plus fortunés des réfugiés peuvent acquérir à prix d'or un petit compartiment comme celui-ci dans les faubourgs de Saïgon. Dans l'unique pièce, on a rassemblé les quelques trésors qui ont pu être sauvés, souvenirs de l'aisance d'hier, les précieux vases anciens de Chine et les belles tuniques des jeunes filles. Mais la plupart des réfugiés ont été emmenés dans un des immenses camps de transit du Tour de Saïgon, qui sont ravitaillés chaque jour par les camions de l'armée. La petite vie s'y organise là aussi, au jour le jour, en attendant. Puis un jour, on part vers d'autres horizons. Les mânes sont pris en charge par le père Maillot. Il les ramènera vers les montagnes, leur habitat de toujours. Avant leur départ, ils reçoivent la visite du cardinal Gilroy, archevêque de Sydney, venu à son tour apporter aux réfugiés du Nord-Vietnam le salut et l'aide des catholiques australiens. Ceux-ci étaient pêcheurs. Les voilà transplantés en pleine forêt. De l'eau, un petit puits en donne chichement. Mais l'artisan né qu'est le Tonkinois entreprend alors de fabriquer en miniature ce qu'il construisait naguère sur les grèves de la baie de Halong. Ils iront vendre leurs jolies petites jonques à Saïgon et se feront ainsi un peu d'argent. Ceux-là, par contre, ont la chance d'avoir leur camp traversé par une belle rivière. Cependant que partout, on commence à s'organiser. Souriez un peu, grand-mère. J'ai quitté mon pays et mon village, a-t-elle répondu, et je ne sais plus sourire. Le vrai centre de la plupart des camps, c'est l'église.
Touchante idée. On a monté avec du latis de bambou quelque chose qui rappelle la façade de l'église du village abandonné. Aujourd'hui, l'immense camp de Honaï est abondamment pavoisé aux couleurs nationales, françaises, américaines, mais surtout pontificales. C'est qu'on attend l'envoyé du cardinal archevêque de Paris, Monseigneur Rodin, secrétaire général du Secours catholique. À cette occasion, les stands de l'aide américaine et de l'aide française ont organisé une distribution générale de conserves, savons, vêtements, etc. Puis tous se rassemblent face à l'autel dominé par la statue de la Vierge, où Monseigneur Rodin, qui est aujourd'hui l'ambassadeur de l'amitié de tous les catholiques français, va célébrer le Saint Sacrifice. La messe terminée, Monseigneur Rodin, aux côtés de Monseigneur Pangopti, harangue la foule. Après avoir énuméré les nombreux diocèses français qui ont adopté des paroisses vietnamiennes exilées, l'envoyé du cardinal Feltin présente le plus touchant de tous les dons qui puissent être faits à des hommes qui ont tout quitté pour des motifs de foi. Dans la nuit tombante, un enfant vient tirer au sort le nom des premières paroisses qui seront servies. Ainsi, l'église exilée continue. Les séminaires se sont également repliés, soit dans les faubourgs de Saigon, soit dans la forêt. Les religieuses amantes de la croix ne reculent pas devant les travaux de force. Et il y a de la joie. Les camps les plus émouvants sont évidemment ceux qui, renouvelant la geste des pionniers de tous les temps, sont allés s'établir dans la jungle vierge des plateaux de la cordillère anamitique. Mais la jungle va connaître de nouveaux arrivants. Dans les vastes espaces défrichés, d'extraordinaires villages commencent à s'élever, avec leurs tentes, leurs cabanes de feuilles et de bambou, leurs maisons de tôle. Premier bâtiment municipal, le hall d'information, qui n'a malheureusement pas toujours que de bonnes nouvelles à annoncer. Mais on s'occupe déjà activement des maisons communes essentielles, l'école et l'église. Ainsi, désormais, c'est à l'ombre du pignon de la modeste église que s'étendra le cimetière des voisins, avec ses urnes qui y sont déposées pour servir de siège à l'intention des âmes défuntes. Car il y a les voisins, pas mauvais bougres, mesdames un peu farouches, qui sont ici chez eux.
Et le jeune chef du nouveau village des pionniers chrétiens se préoccupe de nouer avec eux des relations de bon voisinage. Bonjour, grand chef. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce type-là? Il en a une touche. Enfin, bonjour quand même. Oui, ça va. Quelle manie ont-ils de tout emballer? Ils s'emballent dans de la toile et il faut qu'ils emballent même leur tabac. Enfin, sachons nous montrer compréhensifs vis-à-vis de ces mœurs étranges. Ça ne fait rien tout de même. Avouez que pour le costume, nous autres moilles, nous avons résolu la question d'une façon autrement plus simple et autrement plus astucieuse. Ah, il est gondolant. Mais le jeune chef chrétien emporte en gage de confiance et d'amitié l'arbalète du chef sauvage Moy. En arrivant au camp, il retrouve la joie qu'a vite fait de ramener l'insouciance des enfants. Et la vie reprend le dessus. On fait connaissance avec cette terre si jaune, si sèche, si différente de la terre rouge et grasse du Nord. On voit ce qu'elle peut donner. Un peu d'élevage aussi. Et l'eau qu'il faut aller chercher au ruisseau. Mais ce camp a été pris en charge par des rédemptoristes canadiens et le vieux sang des pionniers du Grand Nord coule toujours dans leurs veines. De l'eau a décrété le père Vaillancourt, nous en aurons au milieu du camp. Juste. Vous êtes fatigués, mes gars, mais bientôt nous aurons ici de l'eau bien claire et bien à nous. Et lorsque le soleil décline vers les crêtes, le grand murmure des prières monte de toutes les maisons. Ce qu'ils ont vécu au cours de ces derniers mois, ils s'en souviendront toute leur vie. Et on voudrait espérer malgré tout que la méchanceté des uns, la veulerie des autres, ne feront pas qu'un cauchemar comme celui qu'ils ont vécu revienne encore troubler le sommeil de ces braves gosses. Et souvent leurs rêves et notre dernier souvenir se reporteront là-haut, par-delà le rideau de fer, vers tous ceux qui auraient voulu partir et ne l'ont pas pu, vers ceux qui ont préféré souffrir là où étaient leurs maisons et leurs champs, et vers cette poignée d'hommes, évêques, missionnaires, prêtres, restés à la garde des églises désertées et du petit troupeau des fidèles, vers ceux qui, au cours des siècles, ont profondément enfoncé la foi en terre du Nord-Vietnam et y dorment leur dernier sommeil. Pauvres chères églises du Tonkin, vos humbles voûtes, aujourd'hui silencieuses, résonneront-elles encore jamais aux accents des prières?